Dans les souhaits, je reviens au début de l'interview, que Donald Trump ne soit pas élu, vous nous avez dit, il a remporté haut la main cette première primaire, caucus républicain dans l'Iowa. Il est en tête dans les sondages, on est à 9 mois d'élection bien sûr, dans les swing states. Donc son élection est vraisemblable. Non, elle est plausible. Elle est plausible. Non, les mots ont un sens. Non, mais la vérité, c'est que ni vous, ni moi, ni quiconque ne peut prévoir une élection qui, comme toujours aux États-Unis, va se passer dans 5 cantons, dans 5 swinging states. Ouais. C'est-à-dire, va se passer sur 200 ou 250 000 électeurs marginaux qui vont faire l'élection. Donc, il faut raisonner avec les deux hypothèses et arrêter de dire ce sera celle-là ou pas l'autre. Trump a au moins une chance sur deux d'être réélu. Comment on explique ce succès qu'il a auprès des ouvriers, des classes populaires et de l'électorat rural? Parce qu'il a mené... Parce qu'il est de bonne loi ici, évidemment, d'avoir une pince à linge sur le nez, mais il faut comprendre aussi les raisons. Il a appuyé sur la pédale sur laquelle appuient tous les populistes, y compris ici les populistes d'extrême droite, qui est de capitaliser l'insatisfaction de catégories qui ont, alors aux États-Unis, été pénalisées dans la redistribution des richesses. Les États-Unis sont devenus un pays de plus en plus inégalitaire, à des années-lumière à cet égard de la France. La France, le degré d'inégalité en France ne s'est pas accru depuis 20 ans. Après redistribution. Après, oui, la réalité, c'est évidemment après redistribution. Donc il a surfé sur cette insatisfaction. Et puis il a surfé sur une évolution de la société américaine qui est cette espèce de religiosité complètement folle qui aboutit au poids des évangélistes. Il a surfé sur le talent de battleur et de simplification propre à tous ceux qui aspirent à un pouvoir un peu dictatorial. Vous savez, les dictatures sont arrivées dans l'histoire du XXe siècle, certaines d'entre elles, par le suffrage universel. Hein. Alors attendez, je ne suis pas en train de vous dire que Trump est Hitler, mais je pense néanmoins une chose. On m'aurait dit, il y a 30 ou 40 ans, est-ce que tu imagines un jour que la démocratie américaine puisse être en risque? Et j'aurais dit le titre. Pourquoi est-ce qu'elle est en danger? Elle est en danger parce que il ira au bout s'il est élu. Trump saison 2, comme on dit pour les séries télévisées, ça ne sera pas Trump saison 1. Saison 1, il arrive, il ne connaît rien. Il est obligé quand même de s'appuyer sur le système. Saison 2, il aura ses hommes à lui, il sait comment ça fonctionne, et donc il ira beaucoup plus loin. Cour suprême à sa main. Les hasards ont fait qu'il a pu désigner 3 membres de la Cour suprême qui sont là à vie. Donc il a 6 voix sur 9. Un congrès dont rien ne dit que les 2 chambres resteraient démocrates, ou même qu'une d'entre elles restera démocrate. Les pouvoirs exécutifs du président, le culot, le sentiment que rien n'est impossible, les équilibres. Je ne dis pas que les États-Unis deviendront une dictature, mais ça deviendra une démocratie un peu illibérale. Or, les démocraties illibérales, ça laisse des traces. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Pologne, c'est très intéressant, qui est la seule nouvelle réjouissante qu'on ait eue depuis des mois, qui est que le parti libéral, européen, démocrate, a repris le pouvoir sur un parti populiste qui a abusé du pouvoir depuis 8 ans. Mais il faut voir comment c'est difficile. Après, il faut parfois se mettre en limite de l'état de droit pour ramener l'état de droit, ce que fait avec beaucoup de courage M. Tusk. Donc, si les États-Unis, qui sont la démocratie exemplaire, la démocratie d'ancrage pour tout occidental. Si les États-Unis faceillent, nos propres démocraties seront menacées. Mais en quoi il y a un risque démocratique pour l'Amérique? Après, moi je vois les conséquences pour nous, Européens, s'il sort de l'OTAN ou s'il ne respecte plus l'article 5. On y viendra. Mais le risque démocratique pour les Parce qu'il privilégie le Made in America, il veut des taxes douanières. Non, mais ça, le propre des pouvoirs illibéraux, c'est souvent de donner des satisfactions économiques. Il n'empêche que la liberté, dont les États-Unis ont représenté l'exemple ultime, le point d'ancrage, ne s'exercera plus dans les mêmes conditions. C'est une évidence. Regardez quand même, déjà dans le premier mandat, la manière dont il s'est comporté quand il y a eu des incidents raciaux, la manière dont le chef d'état-major des armées a refusé d'intervenir quand il lui a demandé d'intervenir en dehors des pouvoirs dévolus à l'armée. Alors en effet, le chef d'état-major a résisté à l'époque.
le nouveau Trump, il trouvera son chef d'état-major. Il trouvera toujours un complice à mettre là. Ah non, ce sera une sacrée partie, elle ne sera pas gaie. Alors quant à nous, il faut bien partir du fait qu'au début de la saison 1, il avait dit l'article 5 de l'OTAN n'est plus automatique. Alors l'article 5, c'est quoi? Toute attaque contre un des membres de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les membres de l'OTAN et appelle donc une réponse collective. Bon. Ça, il l'avait dit, puis mezza voce, c'est resté dans les limbes. Il leur dira d'une manière beaucoup plus dure. Qui vous dit qu'il ne voudra pas retirer une partie des forces américaines aujourd'hui implantées en Europe? Donc nous serons seuls, nous, c'est-à-dire nous, les Européens. Or, aujourd'hui... Face à Poutine. Face à Poutine. Or, aujourd'hui, militairement, nous sommes en réalité en situation d'insuffisance parce que nous n'avons que des forces nationales. Alors, à ce moment-là, néanmoins, il se passera quelque chose de très particulier pour la France. La France est le seul pays membre de l'Union européenne qui a une force nucléaire autonome. Et donc toute la question est de savoir quelle sera la conception que la France, à ce moment-là, aura de ce qu'elle appelle ses intérêts vitaux, c'est le terme qui est employé, c'est-à-dire les intérêts qui, mis en cause, appelleraient une réaction nucléaire. Au-delà de l'Hexagone. Ça veut dire au-delà de l'Hexagone. Et aujourd'hui, chacun sait bien que la carte des intérêts vitaux est au-delà de l'Hexagone, mais personne ne connaît la frontière exacte qui est en réalité dans les... Jusqu'où va la frontière? Personne ne le sait, vous me direz. Et alors, est-ce que nous considérons que la frontière de l'Union européenne est la frontière de nos intérêts vitaux? Je ne dis pas qu'il faut dire oui, je dis que ce sont des questions comme ça qui se poseront. Dans cette partie-là, la France a une particularité, un avantage stratégique qu'aucun autre État n'a, puisque ce n'est pas le fait que l'Angleterre soit en dehors de l'Union. Sur les sujets stratégiques, elle est en Europe, sauf qu'en réalité, la force nucléaire britannique est un appendice de la force nucléaire américaine. Donc les Anglais ne sont pas libres. Grâce soit rendue à cet égard. On dit toujours au général de Gaulle, l'ambition nucléaire française, elle commence plutôt sous Pierre Mendès France, sous la 4e République. Elle est poursuivie par le général de Gaulle, elle est sanctifiée par François Mitterrand. Grâce leur soit rendue à tous. Je reviens sur l'économie, parce que voilà, Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie, on a ce prisme-là. Cette année, la stratégie, c'est l'économie. Cette année, les enjeux stratégiques sont les enjeux économiques. C'est-à-dire les sujets... il y a un an, tout le problème était endogène à l'économie. Cette année, les risques économiques sont essentiellement d'origine stratégique. Et donc géopolitique. Géopolitique. Je reviens sur l'idée sur Donald Trump qui a eu du succès, encore une fois, en 2016 avec ses baisses d'impôts, ses taxes douanières. Pourquoi ça ne remarcherait pas aujourd'hui s'il avait les mêmes recettes? Et d'ailleurs, on se souvient, l'économie allait bien sous Donald Trump. La bourse avait monté. Il n'y a pas eu de drame. Non, mais il baissera sans doute à nouveau les impôts. Il essaiera de faire ce type de relance. Reste que sa politique, en termes de commerce extérieur, risque d'être très protectionniste. Donc nous en souffrirons. Toute atteinte protectionniste à l'économie la plus puissante du monde nous fait souffrir. Sa politique à l'égard de la Chine, on ne sait pas où elle sera. Mais c'est vrai que le domaine économique est le domaine où Trump serait le moins dangereux. C'est une certitude. Il y a des bons résultats, encore une fois. Joe Biden a de bons résultats économiques. Mais Joe Biden, vu par moi, est sur le plan stratégique le meilleur président depuis Truman et sur le plan économique, le meilleur président depuis Roosevelt. C'est un président qui a défendu les intérêts des États-Unis d'abord et de l'Occident ensuite d'une manière exemplaire. Avec des résultats économiques, encore une fois, bateau de chômage, des bas salaires qui sont en progression, mais ça ne lui profite pas, sa cote de popularité est plus basse que celle de Trump au même moment. Pourquoi les Américains? Certains disent que c'est à cause de l'inflation qui a fait très mal. On verra. Jusqu'à présent, il a gagné toutes les élections. Jusqu'à présent, Biden a gagné toutes les élections face à Trump. Il a gagné contre les pronostics de tous les augures, les mid-terms. Donc, on verra. Ce que me disent mes amis américains, ils me disent Biden est le meilleur candidat contre Trump et le plus mauvais candidat contre tout autre candidat républicain. Mais
si Mme Haley était candidate, à ce moment-là, l'enjeu devient banal. Mme Haley, elle ne toucherait pas à la démocratie américaine si elle était élue, et elle ne toucherait certainement pas à l'Alliance Atlantique. On serait dans un débat classique, et à la limite, peu importe le résultat.